vous mettre à jour un petit peu sur la situation à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, puisque vous allez le voir, le président russe Vladimir Poutine a lancé un avertissement à l'Europe et aux États-Unis, et la situation est actuellement bien tendue. Alors, le youtubeur Hugo Décrypte a parlé il y a quelques jours des tensions géopolitiques entre l'Ukraine et la Russie. Seulement, comme on va le voir, il oublie tellement de choses que sa vidéo en devient presque mensongère, et donc ne permet pas d'identifier les réels enjeux politiques de ce conflit. J'en suis conscient, c'est un sujet qui est très complexe, là on a essayé de l'expliquer au mieux, mais forcément il y a d'autres éléments qui rentrent en compte dans tout ça, et si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens en description. Et puis... Ok, bah alors si on regarde les liens dans cette description, on se rend compte qu'ils proviennent tous des médias dominants occidentaux, Le Point, France Info, Le Figaro, Ouest France, 4 médias faisant le même diagnostic du conflit. Bah ça a un nom, et ça s'appelle de la propagande de guerre. J'enseignais la Première Guerre mondiale à mes élèves. Je leur expliquais ce qu'était la propagande de guerre. Ils riaient, bien sûr, ils riaient. Et je leur disais, vous riez? Vous êtes sûr que demain, si on vous en sort une dans ce style, vous rirez? Eh ben moi, je vous dis que vous n'êtes pas sûr de rire. Vous le croirez. En fait, depuis plusieurs semaines maintenant, des milliers de militaires russes seraient stationnés le long de la frontière avec l'Ukraine. Et donc le problème entre l'Ukraine et la Russie remonte en fait à plusieurs années. L'Ukraine, c'est donc un état indépendant depuis 1991. Avant, il faisait partie de l'URSS, donc l'Union soviétique. Et du coup, donc, malgré l'indépendance vis-à-vis de la Russie aujourd'hui, eh bien, une partie de la population ukrainienne, notamment à l'est du pays, se sent encore russe et parle encore russe aujourd'hui. C'est donc un point de tension forcément, et ça a donné lieu à un conflit. En 2014 notamment, la Russie a envahi la région ukrainienne de la Crimée. Envahi. Alors, la crise ukrainienne commence en fait avant le rattachement de la Crimée à la Russie. L'Ukraine a en effet toujours été partagée en deux gros blocs, l'un davantage tenté par l'Ouest et le nationalisme ukrainien, l'autre majoritairement russophone. La Crimée, située à l'est de l'Ukraine, est par exemple majoritairement russophone à plus de 70%. Elle a d'ailleurs toujours été russe avant 1954, date à laquelle le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev a décidé de la rattacher à l'Ukraine, alors membre du bloc de l'Est. Et il se trouve qu'en moyenne près de 20% de la population ukrainienne est russophone. C'est donc une minorité nationale très importante dans le pays, et naturellement les Russes d'Ukraine sont très attachés au fait d'avoir des relations saines avec la Russie, leur terre d'origine. Seulement, en février 2014, tout a changé. L'Ukraine a subi un coup d'État. Un coup d'État en faveur et soutenu par l'Union Européenne et l'OTAN. Juste avant cet événement, le président ukrainien de l'époque, Yanukovych, avait refusé de signer un accord avec l'Union Européenne et avait déclaré qu'il préférait rester en lien avec la Russie, notamment pour avoir accès au gaz russe. À partir de là, des manifestations sanglantes puis un coup d'État ont eu lieu à Kiev pour renverser le pouvoir ukrainien et le remplacer par un régime favorable aux intérêts des États-Unis et de l'UE. Il se trouve que pour réaliser ce coup d'État, les forces pro-européennes se sont appuyées sur le pire du pire, des nazis. Notamment sur le parti d'extrême droite Svoboda, ouvertement nostalgique du Troisième Reich et de l'occupation allemande. Et ce parti, Svoboda, a obtenu 4 postes dans le gouvernement issu du putsch de 2014. Son fondateur, Andrei Paroubi, a été président du Parlement ukrainien de 2014 à 2019 et ils sont très actifs dans la réhabilitation de Stepan Bandera, le chef des collabos ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cette proximité idéologique avec le nazisme de l'État ukrainien n'est pas un fantasme. Par exemple, suite à la crise ukrainienne, la Russie avait proposé une résolution à l'ONU pour combattre toutes les formes de glorification du nazisme. L'Ukraine et les États-Unis ont été les seuls États à voter contre. L'Union européenne s'est abstenue. Suite à la prise du pouvoir par un gouvernement clairement d'extrême droite, les populations russophones, généralement très nostalgiques de l'URSS, ont paniqué. Une des premières mesures du gouvernement d'extrême droite a été de rayer la langue russe de la liste des langues régionales officielles, et peu de temps après, toutes les forces hostiles au coup d'État comme le Parti communiste ukrainien ont été interdites. Et le 2 mai 2014, des dizaines de militants de gauche ont même été brûlés vifs à Odessa. On a donc clairement affaire à un processus fascisant en Ukraine, un retour au fascisme depuis 2014. Face à ça, les populations russophones de l'Est du pays ont réagi rapidement. Dès le 17 mars 2014, un référendum a eu lieu sur le rattachement de la Crimée à la Russie.
et il a été approuvé à une très large majorité. L'Union européenne par contre n'a pas reconnu ce référendum et considère qu'il est contraire à la constitution ukrainienne, exercé sous des menaces, et ils l'ont donc jugé illégal. C'est quand même culotté parce que l'Union européenne en matière de référendum... 54,87% pour le non. Elle est pratiquement homogène. Le non en rouge l'emporte partout. C'est ainsi que le 13 décembre 2007, il signe sans état d'âme à Lisbonne le nouveau traité européen du même nom. Ils se sont mis d'accord en mangeant autour de la table pour continuer la construction libérale de l'Europe, la mise en concurrence, la casse des services publics, etc. La Crimée a donc revendiqué son rattachement à la Russie et les deux républiques russophones de l'Est de l'Ukraine, dans la grande région du Donbass, ont aussi déclaré leur indépendance sous le nom de République populaire de Donetsk et de Lugansk. Après le référendum, les deux régions se sont insurgées par la lutte armée contre les forces d'extrême droite de Kiev, et elles se font bombarder depuis 7 ans avec des milliers de morts à la clé et des sanctions économiques de la part de l'Union européenne et des États-Unis. Et donc on y vient, suite à cela, le président Vladimir Poutine a soutenu beaucoup de ces revendications, forcément il est pragmatique et il soutient quiconque ne jouant pas contre ses intérêts. Alors, attention, nous n'approuvons pas tout ce que fait Vladimir Poutine, c'est pas le propos. Poutine est un fin stratège opportuniste et il est loin d'être tout blanc dans ce conflit. Les forces pro-russes sont d'ailleurs suspectées de nombreuses violations des droits de l'homme, comme par exemple l'affaire de l'avion abattu en juillet 2014, le MH17, une affaire très grave qui n'a toujours pas été résolue, et la piste d'une responsabilité russe font partie des doutes émis par le procès en cours. Seulement, comme on va le voir, Poutine est très loin d'être à l'origine de la montée de ce conflit. Eh bien, un conflit oppose d'un côté en Ukraine le gouvernement ukrainien et de l'autre côté des séparatistes pro-russes, donc des personnes qui vivent en Ukraine mais qui parlent russe et qui souhaitent être rattachées à la Russie. Et pour rentrer dans les détails là-dessus, ces séparatistes pro-russes sont soupçonnés d'être soutenus par la Russie directement. Parmi ceux qui sont utilisés pour massacrer les populations russes et les communistes qui luttent sur place, le régime ukrainien utilise des partis et des milices ouvertement néo-nazis, comme par exemple le Pravi Sector, le secteur droit, dirigé par le fasciste Dimitro Yarok, ainsi que le bataillon Azov, une milice néo-nazie connue pour pratiquer des crimes de guerre et des massacres de civils. D'ailleurs, cette milice ouvertement néo-nazie a rapidement été intégrée dans la garde nationale et l'armée régulière ukrainienne, quelques mois à peine après le début de la guerre contre le Donbass. Donc apparemment, il ne pose visiblement aucun problème pour le régime de Kiev, et l'Union européenne aussi a l'air de s'en foutre. Bon. Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire où un opposant biélorusse avait été intercepté dans un avion qui survolait la Biélorussie? Il est là. Dernières années donc, il semblerait que la Russie cherche à clairement reprendre le contrôle sur l'Ukraine, mais le truc c'est que de son côté, le gouvernement ukrainien, il réfléchit lui de plus en plus à demander à la fois à rejoindre l'Union européenne, mais aussi à rejoindre l'OTAN, qui est donc une alliance politique et militaire qui réunit notamment des pays européens et menée principalement par les États-Unis. Il y a un tel rapprochement entre l'Ukraine et l'OTAN, ou encore l'Ukraine et l'Union européenne, et bien ça, la Russie le refuse catégoriquement. Ah mais c'est vrai ça. Pourquoi la Russie refuse-t-elle catégoriquement que l'Ukraine rejoigne l'OTAN? L'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, est une alliance formée en 1949 par les États-Unis pour encercler l'Union soviétique et embarquer les pays européens dans leur croisade contre le communisme et ainsi protéger les intérêts américains. Pourtant à l'époque, les soviétiques ne cherchaient pas la guerre ou la confrontation. L'URSS était épuisée par la guerre contre le nazisme, elle avait perdu 25 millions d'hommes pour cela, et elle n'avait donc aucun intérêt à un clash contre les États-Unis. C'est en réponse à la création de l'OTAN qu'elle a été contrainte de créer 7 ans plus tard le pacte de Varsovie pour regrouper les pays du bloc de l'Est. Parmi les crimes de l'OTAN, on peut citer la guerre de Yougoslavie et la guerre de Libye, des guerres qui ont fait des milliers et des milliers de morts ainsi que des réfugiés. L'OTAN soutient aussi les forces islamistes au Moyen-Orient et arme les terroristes depuis des décennies contre les régimes laïques. C'est donc pour ça que la Russie refuse un rapprochement de ses pays voisins avec cette machine à créer des guerres qu'est l'OTAN. Et donc pour faire simple, si l'Ukraine rejoignait l'OTAN, cela voudrait dire que les États-Unis pourraient installer des missiles balistiques à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Lorsque l'OTAN installe des missiles près de la frontière russe, la Russie se lance dans une démonstration de force et entreprend son réarmement. L'OTAN affirme que son bouclier antimissile n'est pas dirigé contre la Russie, mais contre l'Iran. Vous me faites rire.
Merci. C'est bon de rire après une dure journée de travail. C'est donc en partie pour cette raison que la Russie a décidé de menacer l'Ukraine d'une certaine façon en déployant des militaires à sa frontière pour faire pression en quelque sorte sur l'Ukraine, mais aussi du coup pour faire pression sur l'Union européenne et sur les membres de l'OTAN. La Russie menacerait en quelque sorte d'une certaine manière l'OTAN et l'Union européenne. Eh bien en quelque sorte et d'une certaine manière, non. Pourquoi? Eh bien à l'époque de la désintégration de l'Union soviétique, Gorbatchev avait demandé aux États-Unis de leur promettre de ne jamais avancer leur base dans l'ancien espace soviétique, pour laisser la Russie tranquille. C'était en fait une condition pour laquelle les dirigeants soviétiques ont accepté de faire des concessions énormes aux États-Unis. Par exemple, les soviétiques ont accepté la réunification de la RDA, avec pour promesse qu'il n'y aurait aucune base américaine au-delà de l'Allemagne. Or, les États-Unis ont trahi cette promesse, l'OTAN a établi des bases militaires jusqu'en Pologne, en Lituanie, en Estonie, en Lettonie et bientôt en Ukraine. Donc en fait, quand Poutine avertit l'Union européenne et les États-Unis de ne pas faire le pas de trop et de ne pas intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, il ne menace pas l'Europe, il y répond à leurs provocations. En fait, les Russes ont très peu de bases militaires à l'étranger, en tout cas beaucoup moins que les États-Unis. Ils n'ont en fait aucun intérêt à une guerre contre l'Ukraine. Mais c'est là qu'est le danger. Si les pays de l'OTAN continuent leurs provocations et que l'Ukraine de l'Ouest continue à bombarder les Russes d'Ukraine en réhabilitant le nazisme, nous risquons d'aller vers la catastrophe. Voilà, inutile de rappeler que ce conflit est un véritable danger pour la paix mondiale, et plus que jamais le mot de Malcolm X est d'actualité. Si vous ne faites pas attention, les médias vous feront détester les opprimés et aimer les oppresseurs.